Aujourd'hui, dans les œuvres de fiction, le public et un grand nombre de personnes sont généralement plus demandeurs de personnages plus complexes. Mais qu'est-ce qu'un personnage complexe selon moi? Selon moi, un personnage complexe dans une œuvre de fiction est un personnage qui représente l'humain dans la réalité. Quelque chose de plus humain qui implique des qualités comme des défauts, et ça, certains n'arrivent pas à aller au-delà des cadres de la fiction. Généralement, dans la fiction, les personnages sont classés dans différents stéréotypes pour éviter, justement, je trouve, que cela ressemble un peu trop à la réalité. Quand c'est quelque chose de plus réel et de plus humain, il est donc plus difficile pour un spectateur, en généralité, de comprendre, car cela implique une énorme analyse, une énorme empathie, et ce qu'on aime voir dans la fiction, c'est généralement des personnages qui se rapprochent beaucoup moins de la réalité. Les personnages souvent touchés par cette haine qui représente leur complexité, alors que ce sont même pas des mauvais personnages, voire de mauvaises personnes dans la fiction, sont généralement les personnages féminins. Car elles sont souvent classées comme étant dans la fiction des personnages sans profondeur, qui touchent généralement à des personnages doux, sensibles et qui ne présentent donc aucun défaut. Ce que un public majoritairement masculin veut d'un personnage féminin dans la fiction, c'est un personnage qui n'a pas une grande évolution et qui est donc juste là pour servir dans la douceur, qui n'a aucun défaut, qui est parfaite et qui est donc à l'image de stéréotypes complètement misogynes. Et donc, il est beaucoup plus compliqué de faire accepter à un public masculin avec un regard misogyne des personnages féminins qui sont plus complexes et plus humains. Parce que ce qu'ils veulent, c'est un personnage qui rentre dans leur code et qui ne dérange pas, majoritairement. Car un personnage féminin qui présente autant de défauts que de qualités, comme dans la réalité, parce que personne n'est parfait, et qui fait des erreurs autant qu'elle en apprend, ça passe pas du tout. Alors qu'en réalité, ce sont les personnages les plus intéressants. Et elles sont tout autant à leur honneur dans la fiction. Et aujourd'hui, je vais en prendre un exemple d'un personnage dans une fiction qui est pour moi l'exemple même de l'humain et d'une bonne caractérisation de la femme dans la fiction, sans pour autant aller dans les préjugés misogynes, et qui en plus incarne parfaitement le rôle de mère, sans encore une fois rentrer dans la misogynie, et je parle bien évidemment de Catelyn Stark. Oui, dans la série Game of Thrones, autant que dans la saga de livres, le trône de fer. J'ai un amour très profond pour ce personnage qui fait partie, à l'aise, de mon top 5 de mes personnages favoris de cet univers. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Déjà, je trouve qu'elle est vraiment overrated au même trick que sa fille que vous voyez en haut, Sansa, mais je vais vous expliquer tous les détails de pourquoi elle est détestée et pourquoi les gens n'apprécient pas les personnages complexes comme Catelyn. Catelyn, c'est tout d'abord une femme qui se présente avec un certain honneur. Je pense que la majorité des personnes la connaissent et savent, mais dans cet univers, son mari, parce qu'elle est mariée à Ned Stark, l'honorable et le grand Ned Stark, qui va perdre sa tête, bien évidemment, et que lui, quand il ramène son bâtard, enfin, qui est désigné comme son bâtard Jon Snow, elle ne va pas du tout l'accepter. Et ça, c'est déjà le premier point de pourquoi les fans la détestent. Parce qu'elle n'a pas réussi à accepter Jon Snow, qui est pour elle, sans savoir la vérité, le bâtard de son mari. Donc ça veut dire elle, qui est déjà très, au même titre que la devise de sa famille, les Tully, famille et honneur, qu'elle voit que son mari l'a trahi pendant qu'il était parti à la guerre pour Robert, revient avec un autre fils d'une autre femme, évidemment qu'elle ne va pas l'accepter. Et ça, je pense que les gens n'acceptent pas cette réalité, c'est que la moitié des personnes ne l'auraient pas accepté. Et encore, la relation Catelyn et Jon reste pour moi l'une des plus mystérieuses et va devenir l'une des plus intéressantes dans le prochain livre qui va sortir, je sais plus. Parce qu'ils ont énormément de parallèles, mais ça, on y reviendra. C'est là que la question de complexité rentre en jeu. C'est vrai que si tu regardes sous la surface, ça peut être légèrement détestable. Et encore, je n'ai jamais vraiment trouvé ça détestable. Mais quand tu analyses les personnages en profondeur, tu te rends compte que c'est sa limite. C'est incompréhensible pour elle, même si elle aurait voulu faire tous les efforts. Et comme dans la série, elle l'expliquait avec une scène où elle dit à Talisa
qu'elle avait promis de l'aimer comme un fils même quand il était malade, elle ne pouvait pas, parce que c'était ses limites, d'aimer un enfant comme le sien alors que ce n'était absolument pas le sien, et en considération que pour elle, il l'avait trahi pour une autre femme. Parce que oui, quand on se veut un personnage réel, complexe, qui a des liens et des relations qui ont un rapport réel, chaque humain a ses limites. Car chaque humain a, en principe, des défauts comme des qualités, comme je vous l'ai déjà répété. Et ça, dans la fiction, vu qu'on projette énormément d'idéalisation, on a du mal à voir des personnages, notamment beaucoup féminins comme Kathleen, avoir des limites et avoir donc des comportements qui vous semblent un petit peu dépassés ou déplacés. Et en vérité, c'est que c'est une réalité, et c'est une réalité de mère. Évidemment, toi qui donnes tout ton honneur et toute ta vie pour ta famille, quand ton mari qui t'a supposément trahi revient avec un autre fils, que tu vas être blessé et que ça va être ta limite. Revenons donc sur des événements qui se passent beaucoup plus tard. Je vais m'appuyer cette fois-ci sur les événements de la série, peut-être parce que je n'ai absolument pas du tout fini de les lire. Shame on me. Mais dans la série, on reproche énormément à Kathleen d'avoir failli et d'avoir littéralement précipité la famille dans la guerre des 5 rois et l'avoir fait perdre. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Déjà, d'une chose, parce que les gens présentent de la misogynie, parfois très explicite ou intériorisée, qui rejette absolument toute la faute de tous les événements qui se passent dans la série sur soit Kathleen, soit sur ça, mais surtout parce que, apparemment, si Kathleen n'avait jamais relâché Jamie, ils auraient pas perdu. La dernière scène de discussion qu'on a eue avec Jamie et Kathleen, pour moi, elle est très intéressante. Autant dans la discussion et la tension qu'ont le les personnages, je parle bien sûr de la tension en termes de colère pour Kathleen, mais aussi par le fait du contexte, car beaucoup oublient de remettre les choses dans leur contexte. À ce moment-là, Jamie est le prisonnier des Stark. Jusque-là, je pense que tout va bien. Et c'est Kathleen qui a permis à Jamie de partir, retrouver Port-Réal sous la surveillance de Brienne, qui est, à ce moment-là, fait partie un peu de la garde de Kathleen et qui a promis de la protéger. Donc Kathleen a donné comme instruction à Brienne de garder Jamie enchaînée et de la ramener à Port-Réal et de faire échange avec sa fille Sansa et sa fille Arya, qu'elle ne sait pas qu'il n'est pas à Port-Réal. Mais en tout cas, c'est une monnaie d'échange pour qu'elle puisse retrouver ses filles qui sont littéralement prises en otage depuis la mort de leur père à Port-Réal. Dans cette scène-là, Kathleen se retrouve seule dans une guerre qui a été provoquée, selon elle, par les Lannister, parce que justement, ils ont tué son mari. Ils l'ont décapité sous les marches devant le sceptre de Baelor, par Joffrey. Donc elle a perdu l'homme de sa vie, littéralement, avec qui elle avait fait sa vie. Elle avait fait 5 enfants, qui prévoyait aussi un 6e en route. Elle donnait tout pour elle, leurs sentiments ont grandi au fur et à mesure des années. Pour moi, c'est un amour grandissant. C'était vraiment le perfect couple de Game of Thrones. Et elle finit littéralement dans une dépression, et après la mort de son mari, la mort de Ned. Faut savoir qu'elle est complètement perdue, et la seule chose qui la raccroche encore à la réalité, ce sont ses enfants, c'est à sa famille. Et c'est pour moi quelque chose d'énormément complexe qui la rend comme une des meilleures figures maternelles dans cet univers et qui n'est pas dépendant de clichés misogynes dans l'écriture. Donc forcément, en tant que mère, oui, bien évidemment qu'elle veut la victoire de son fils. Mais il y a aussi cette dualité qui est jouée en elle. Le fait est qu'elle avait le pouvoir littéralement de demander la libération de ses filles avec la libération de Jamie. Enfin, la libération. Elle voulait pas sa libération, elle voulait juste récupérer ses filles. Et c'est cette décision qui va la mener à littéralement confier Jamie à Brienne pour le ramener à Port-Réal. Car la seule chose qu'elle veut, c'est retrouver ses enfants, avoir sa famille auprès d'elle. Et elle va tout faire pour, quitte à faire ce que vous appelez des erreurs et mener à la précipitation de la destruction de la famille Stark. Ce n'est absolument pas ça, il y a plein d'éléments et plein d'événements en jeu qui ont conduit à notamment le Red Wedding, qui ne sont absolument pas de la portée des Stark. Pour moi, ça aurait quand même fini à ce point-là, parce que il y avait déjà des complots qui se jouaient. Déjà les Lannister, avec notamment les Bolton, qui complotaient dans leur dos. Ce n'est absolument pas de leur faute. Mais bon, pour reprocher tout à Kathleen, pour une seule chose, c'est avoir voulu la protection de ses enfants.
coûte que coûte. Parce que laisser Sansa ou Arya, qu'elle pensait encore une fois à Port-Réal, c'était un peu la conduire à une mort lente, et dans une ville qui est gouvernée par des serpents, de la manipulation, des jeux politiques, et elle avait peur parce que ce n'était que des enfants. Et bien évidemment, après, Sansa s'en est plutôt bien sortie, et Sansa, c'est le courage. Voilà. C'est une force de courage en Sansa que vous n'êtes pas prêt à admettre. Et oui, encore une fois, dans cette scène, il y a cette complexité que représente le personnage de Catelyn. Elle présente des qualités, des défauts. Elle fait ce qui vous semble des erreurs et qu'il faut apprendre à analyser dans leur contexte avec ce qu'elle représente et ce qu'elle ressent. Et ça, parfois, vous n'êtes pas prêt à le voir ou l'accepter. Et vous fermez directement les yeux parce que pour vous, ça vous semble absolument inconcevable. Mais vous pensez comme étant une personne extérieure à ce qu'elle ressent et pas à ce que le personnage peut s'imaginer voir ses enfants à des dizaines, des centaines de kilomètres d'elle dans un lieu qui potentiellement les mène à la mort chaque jour. Sachant qu'elle elle ne sait toujours pas si elles vont bien, si elles sont vivantes, seulement la certitude de Littlefinger qui pour moi n'est pas très très vérifiable. Et pas trop de confiance quoi. Je vous ai dit que je reviendrai sur un point très complexe, notamment avec son lien avec Jon Snow. Ça, après, je vais beaucoup plus me baser sur les livres. Là, une chose que la série nous a retiré du personnage de Catelyn et qui aurait été très très intéressant, c'est ce qu'elle est devenue après le Red Wedding. Ce qu'elle est devenue après le Red Wedding, c'est Lady Stoneheart, ou en français Lady Cœur de Pierre. Elle a été ressuscitée par la Fraternité sans bannière, avec Beric Dondarrion et Thoros de Myre, en une entité, très vengeresse, qui veut venger tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin au Red Wedding, au Frey ou au Lannister. C'est une forme ressuscitée qui ne peut parler et qui est très fantomatique et qui ne pense qu'à une seule chose, la vengeance. C'est un personnage que j'aurais tellement aimé avoir dans la série, ça aurait été tellement très intéressant et cela fait ressortir le côté le plus sombre du personnage. Mais encore une fois, le côté justifié. Parce que oui, c'est justifiable de vouloir se venger, d'avoir cette conscience de vengeance qui renaît, c'est la seule chose qui renaît d'elle après être ressuscitée, pour venger la mort principale du coup de son fils et de toute sa famille. Parce que toute sa famille sont mortes à cause de même personne en fait. De Lannister si on veut aller par là. C'est tellement intéressant. Parce que devinez qui d'autre va être ressuscité. Que ce soit, oui, dans les livres, même si on attend depuis 15 ans, que dans la série qui a du coup été ressuscité. Et qui va devenir, je pense, pareil, le côté le plus sombre du personnage. Je vous donne dans le mine, Jon Snow. Et c'est ce qui fait encore cette relation que vous désirez au début comme étant assez conflictuelle, où vous n'aimez absolument pas comment Catelyn se comporte, va devenir l'une des plus intéressantes, parce que les deux personnages qui étaient tout d'abord assez opposés dans leur relation vont, à la fin, être ceux qui se ressemblent le plus. Catelyn comme Jon va être des âmes ressuscitées, qui vont être ressuscitées par la plus sombre partie d'eux-mêmes, parce que tu reviens pas indemne d'une résurrection, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme une seconde vie, tu revis après la mort, mais tu n'es pas totalement en vie. Et les deux, personnellement, vont être les plus ressemblants. Et c'est écrit depuis le début, j'ai envie de vous dire. Pour moi, il y a toujours eu ce parallèle entre Catelyn et Jon, et que vous n'êtes pas prêt à accepter pour Catelyn, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, qu'il faut analyser dans la relation, autant que le focus qu'on a sur les deux personnages dès le début de l'œuvre. C'est ce qui rend ce parallèle complexe, cette relation qu'on a depuis le début de l'œuvre, complexe et conflictuelle, qui va rendre encore le truc encore plus intéressant pour l'avenir. Et je pense aussi une des choses que j'attends le plus dans le prochain livre, qui me fait vraiment trépigner d'impatience, c'est que je pense qu'ils vont se retrouver. Et c'est quand même sacrément compliqué et complexe que l'enfant que tu as au début rejeté devient l'enfant où tu deviendras le plus proche. Autant dans la personnalité, parce que pour moi, il y aura une personnalité qui se ressemble au niveau des émotions qui vont se dégager, donc c'est-à-dire l'émotion le plus sombre d'eux-mêmes, que physiquement, par la pâleur, par les griffures sur les yeux. En tout cas, il y aura une ressemblance dans la personnalité et dans le physique. Et ça, j'adore. Ça nous prouve bien une chose, c'est qu'il faut toujours chercher plus loin quand on a un personnage complexe comme Catelyn qui nous arrive à l'écran. Parce que tous les petits éléments sont très importants.
Et voilà, donc j'ai essayé de vous faire un peu un tableau de ce qu'un personnage complexe comme Pletlin peut représenter et donc peut-être analyser. C'est vrai que beaucoup se demandent pourquoi il n'y a pas plus de personnages complexes, et ben parfois je comprends. C'est peut-être parce que vous y en a, mais que vous ne cherchez pas loin, et il y a encore plein d'autres exemples que je peux citer, notamment dans cette œuvre avec par exemple Sansa, ou encore dans d'autres œuvres, par exemple dans l'Attaque des Titans, avec Gabi, où ce sont tous des personnages complexes qu'au début vous détestez pour des raisons futiles, mais quand vous cherchez plus loin, et quand vous analysez le personnage dans son contexte, dans ses émotions, dans ce qu'il vit, et aussi que vous voyez tous les petits éléments qui font que c'est une merveilleuse évolution, vous comprenez à quel point ce sont des personnages incroyables.